C'était le soir du 24 décembre, une soirée que j'attendais depuis des semaines avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Cette année, nous avions décidé de célébrer Noël chez mes beaux-parents, dans leur grande maison en banlieue parisienne. Je m'appelle Amélie, j'ai 32 ans, et je suis mariée à François depuis 5 ans. Notre relation a toujours été compliquée, surtout à cause de sa famille, mais je n'aurais jamais pu imaginer ce qui allait se passer ce soir-là. Dès notre arrivée, l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Ma belle-mère, Gisèle, nous a accueillis avec son habituel sourire forcé, tandis que mon beau-père, Pierre, se contentait d'un hochement de tête distant. Leurs autres enfants, Marc et Sophie, étaient déjà là avec leurs conjoints respectifs, formant un tableau familial qui semblait parfait de l'extérieur. La maison était magnifiquement décorée. Un immense sapin trônait dans le salon, ses branches ployant sous le poids des boules de Noël scintillantes et des guirlandes dorées. L'odeur de cannelle et de pain d'épices flottait dans l'air, se mêlant aux effluves du vin chaud qui mijotait dans la cuisine. Tout semblait si normal, si festif, que j'ai presque réussi à me convaincre que cette soirée serait différente des précédentes. L'Amélie, ma chérie, viens m'aider à la cuisine, m'a lancé Gisèle d'un ton mielleux qui ne présageait rien de bon. J'ai jeté un coup d'œil à François, espérant un soutien qui n'est jamais venu. Il s'est contenté de hausser les épaules avant de se diriger vers le bar pour se servir un verre. Dans la cuisine, Gisèle s'affairait autour de la dinde, vérifiant sa cuisson pour la énième fois. « Et tu sais, Amélie, a-t-elle commencé sans me regarder, une bonne épouse devrait savoir comment préparer un repas de Noël digne de ce nom. » J'ai serré les dents, ravalant la réplique cinglante qui me brûlait les lèvres. Ce n'était ni le moment ni l'endroit pour une confrontation. Le dîner s'est déroulé dans une ambiance étrange, oscillant entre les conversations superficielles et les silences gênants. Je sentais les regards en coin de Gisèle, ses petits commentaires acides glisser entre deux bouchées de foie gras. François, comme à son habitude, restait muet, se contentant de hocher la tête aux propos de ses parents. Enfin, le moment tant attendu de l'échange des cadeaux est arrivé. Nous nous sommes tous rassemblés autour du sapin, les yeux brillants d'anticipation. Les enfants de Marc et Sophie étaient surexcités, déchirant les emballages avec des cris de joie. J'observais la scène avec un mélange de tendresse et de mélancolie, pensant à l'enfant que François et moi n'avions toujours pas. « Amélie, voici ton cadeau », a annoncé Gisèle, me tendant une boîte soigneusement emballée. Son sourire avait quelque chose de prédateur qui m'a fait frissonner. J'ai pris le paquet, sentant le regard de toute la famille posé sur moi. L'atmosphère s'est soudainement alourdie, comme si tout le monde retenait son souffle. Avec des doigts tremblants, j'ai défait le ruban et soulevé le couvercle. Mon cœur s'est arrêté. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvait une robe noire avec un tablier blanc. Une tenue de femme de chambre. J'ai levé les yeux, incrédule, cherchant une explication, un signe que tout ceci n'était qu'une mauvaise blague. Mais le visage de Gisèle était sérieux, presque triomphant. « Il est temps que tu comprennes ta place dans cette famille, ma chère », a-t-elle déclaré d'une voix doucereuse. « Si tu veux vraiment faire partie de notre famille, c'est le rôle que tu dois accepter. » J'ai regardé autour de moi, cherchant du soutien, de la compréhension, n'importe quoi. Mais je n'ai vu que des visages gênés, des regards fuyants. François fixait le sol, refusant de croiser mon regard. Le silence qui a suivi était assourdissant, brisé seulement par le tic-tac de la grande horloge du salon. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Cette soirée de Noël, censée être un moment de joie et de partage, venait de se transformer en un cauchemar éveillé. La tension que j'avais ressentie plus tôt n'était que le prélude à cette humiliation publique, soigneusement orchestrée par ma belle-mère. Je suis restée là, figée, la boîte entre les mains, incapable de parler ou de bouger. Les secondes s'écoulaient comme des heures. J'entendais les chuchotements des enfants, ne comprenant pas ce qui se passait. Sophie a tenté un faible « Maman, je ne pense pas que… » Mais Gisèle l'a coupé d'un geste de la main. « C'est pour ton bien, Amélie », a poursuivi Gisèle, sa voix dégoulinante d'une fausse sollicitude. « Et tu dois comprendre que dans notre famille, chacun a un rôle à jouer. Et le tien, eh bien, disons que c'est d'être au service des autres. » J'ai finalement trouvé la force de parler, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Et si je refuse ?» Le sourire de Gisèle s'est élargi, révélant des dents parfaitement blanches. «
Eh bien, dans ce cas, je pense que nous devrions parler divorce, n'est-ce pas, François? Mon mari a finalement levé les yeux, son regard passant de sa mère à moi. J'y ai vu de la confusion, de la honte, mais surtout de la lâcheté. Il n'allait pas me défendre. Il n'allait rien dire. Le temps semblait s'être arrêté. Les lumières du sapin clignotaient doucement, créant des ombres dansantes sur les murs. Au loin, j'entendais les cloches d'une église sonner minuit. Noël était arrivé, apportant avec lui non pas la joie et l'amour, mais une cruelle révélation sur ma place dans cette famille. J'ai regardé une dernière fois la robe dans la boîte, symbole de mon asservissement programmé. Puis, dans un mouvement lent mais déterminé, j'ai refermé la boîte et l'ai posée sur le sol. Sans un mot, je me suis levée, j'ai pris mon manteau et mon sac. « Amélie, où vas-tu » a demandé François, sortant enfin de sa torpeur. Je me suis tournée vers lui, vers toute cette famille qui m'avait rejetée depuis le premier jour. « Je pars », ai-je simplement répondu. « Joyeux Noël à tous ». Et sur ces mots, j'ai ouvert la porte et suis sortie dans la nuit froide de décembre, laissant derrière moi le chaos que je venais de provoquer. Les flocons de neige tombaient doucement, recouvrant le monde d'un manteau blanc et pur. J'ai inspiré profondément l'air glacé, sentant pour la première fois depuis des années un sentiment de liberté m'envahir. Je ne savais pas encore où j'allais, ni ce que l'avenir me réservait. Mais une chose était sûre, cette nuit de Noël avait tout changé. Et quelque part au fond de moi, malgré la douleur et l'humiliation, je savais que c'était pour le mieux. Je marchais dans les rues enneigées, le froid mordant mes joues et mes mains nues. Les événements de la soirée tournaient en boucle dans ma tête, comme un film cauchemardesque que je ne pouvais arrêter. Le cadeau de Gisèle, cette robe de femme de chambre, symbolisait tout ce que j'avais enduré depuis mon mariage avec François. Mais cette fois-ci, elle était allée trop loin. Je me suis arrêtée sous un réverbère, observant les flocons de neige tourbillonner dans la lumière jaune. Le contraste entre la beauté paisible de cette nuit de Noël et le tumulte dans mon cœur était saisissant. J'ai fermé les yeux, revivant la scène une fois de plus. Gisèle, avec son sourire carnassier, me tendant la boîte. « Amélie, voici ton cadeau. » Sa voix résonnait encore dans mes oreilles, mielleuse et menaçante à la fois. J'aurais dû me méfier dès cet instant, mais l'espoir naïf qu'il s'agissait d'un véritable cadeau m'avait aveuglé. Lorsque j'ai ouvert la boîte, le choc a été immédiat. La robe noire, le tablier blanc, tout criait servitude. J'ai senti tous les regards se poser sur moi, certains curieux, d'autres gênés, mais celui de Gisèle était triomphant. « Il est temps que tu comprennes ta place dans cette famille, ma chère, avait-elle déclaré, sa voix dégoulinante d'une fausse bienveillance. Si tu veux vraiment faire partie de notre famille, c'est le rôle que tu dois accepter. » Ces mots m'avaient frappé comme une gifle. Pendant des années, j'avais essayé de m'intégrer, de plaire, de trouver ma place. Et voilà que Gisèle me révélait sans ambages ce qu'elle attendait réellement de moi, non pas une belle-fille, non pas une épouse pour son fils, mais une domestique. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai cherché du soutien autour de moi, mais je n'ai trouvé que des regards fuyants. Marc et Sophie, le frère et la sœur de François, semblaient mal à l'aise, mais personne n'osait contredire Gisèle. Pierre, mon beau-père, fixait son verre de vin comme s'il contenait les secrets de l'univers. Et François, mon mari, l'homme que j'aimais, restait là, immobile, les yeux rivés au sol. Son silence était plus éloquent que n'importe quel discours. Il ne me défendrait pas. Il ne s'opposerait pas à sa mère. Comme toujours, il choisirait la voie de la moindre résistance. Et si je refuse, ai-je finalement demandé, ma voix à peine audible. Le sourire de Gisèle s'est élargi, révélant ses dents parfaitement blanches. Eh bien, dans ce cas, je pense que nous devrions parler divorce, n'est-ce pas, François? L'ultimatum était posé. Accepter ce rôle dégradant ou perdre mon mari. Dans les yeux de Gisèle, je pouvais lire qu'elle savait déjà qu'elle avait gagné. Elle connaissait la dépendance financière dans laquelle François et elle m'avaient maintenue au fil des années. Elle savait que j'avais abandonné ma carrière pour suivre François dans ses projets. Elle pensait que je n'avais nulle part où aller. Les secondes s'écoulaient, interminables. J'entendais la respiration lourde de Pierre, le froissement nerveux de la robe de Sophie, les chuchotements confus des enfants.
Le temps semblait s'être figé dans ce salon décoré pour Noël, transformé en arène pour ce cruel spectacle. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Ou peut-être s'est-il réveillé. Une force que je ne me connaissais pas, une dignité que des années de manipulation n'avaient pas réussi à étouffer complètement. J'ai regardé une dernière fois la robe dans la boîte. Ce bout de tissu représentait tout ce que j'avais enduré, les remarques acerbes de Gisèle sur ma façon de tenir la maison, les comparaisons constantes avec les vraies femmes de la haute société, les attentes irréalistes, les critiques incessantes. Chaque Noël, chaque réunion de famille avait été une épreuve, mais j'avais toujours pensé qu'avec le temps, les choses s'amélioreraient. Que je finirais par être acceptée. Mais ce soir, Gisèle avait franchi une ligne. Elle ne se contentait plus de me rabaisser en privé, elle voulait m'humilier publiquement, me réduire officiellement au rang de servante dans sa maison dorée. Dans un geste lent mais déterminé, j'ai refermé la boîte et l'ai posée sur le sol. Le bruit sourd qu'elle a fait en touchant le parquet a semblé résonner dans toute la pièce. « L'Amélie !» a murmuré François, sortant enfin de sa torpeur. Mais il était trop tard. Je me suis levée, j'ai pris mon manteau et mon sac. Les regards de toute la famille me suivaient, mélange de surprise, de gêne, et peut-être, pour certains, d'une pointe de respect. « Je pars », ai-je simplement dit. « Joyeux Noël à tous !» Et j'ai franchi la porte, laissant derrière moi le chaos que je venais de provoquer. L'air froid de décembre m'a frappé au visage, comme pour me réveiller d'un long cauchemar. Maintenant, alors que je marchais dans les rues désertes, je réalisais pleinement l'ampleur de ce qui venait de se passer. J'avais dit non. Pour la première fois depuis que je connaissais cette famille, j'avais osé m'opposer ouvertement à Gisèle. Mon téléphone vibrait dans ma poche. François, probablement. Ou peut-être Gisèle, furieuse que son plan ait échoué. Je l'ai ignoré. Je n'étais pas prête à affronter les conséquences de mes actes. Pas encore. Je me suis assise sur un banc dans un petit parc, observant les décorations de Noël qui scintillaient dans la nuit. Les mots de Gisèle résonnaient encore dans ma tête, « Si tu veux vraiment faire partie de notre famille. » Mais voulais-je vraiment faire partie d'une famille qui me traitait ainsi? Qui me considérait comme inférieure, comme un objet à modeler selon leurs désirs? Le divorce. Gisèle l'avait brandi comme une menace, mais à cet instant, assis dans le froid de cette nuit de Noël, je me demandais si ce ne serait pas une libération. La fin d'année de manipulation, de critiques, de tentatives vaines pour plaire à des gens qui ne m'accepteraient jamais vraiment. Mais la peur était là, tapie dans un coin de mon esprit. Que allais-je devenir? Où irais-je? J'avais abandonné tant de choses pour ce mariage, pour cette famille qui ne m'avait jamais vraiment accueilli. Je repensais à la jeune femme que j'étais avant de rencontrer François. Ambitieuse, indépendante, pleine de rêves. Où était-elle passée? S'était-elle complètement effacée sous les coups de boutoir de Gisèle et la passivité de François? Non, me suis-je dit. Elle était toujours là, quelque part. Et ce soir, pour la première fois depuis longtemps, elle avait refait surface. Elle avait dit non. Le son lointain des cloches d'une église m'a rappelé que c'était Noël. Une nuit censée être remplie d'amour, de partage et de joie. Et me voilà, seule sur un banc, sans savoir où aller. Mais étrangement, malgré le froid, malgré l'incertitude, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'avais peut-être perdu une famille ce soir, mais j'avais retrouvé quelque chose de bien plus précieux, ma dignité. Le chemin qui m'attendait serait difficile, j'en étais consciente. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais le contrôle de ma vie. Gisèle ne déciderait plus de mon sort. François ne pourrait plus se cacher derrière son silence complice. J'ai levé les yeux vers le ciel étoilé, laissant les flocons de neige fondre sur mon visage. Cette nuit de Noël marquait la fin d'une époque, mais aussi le début d'une nouvelle. Et malgré la peur, malgré l'incertitude, je me sentais prête à l'affronter. Je me suis levée du banc, sentant le froid qui avait engourdi mes membres pendant ma longue réflexion. Il était temps de bouger, de trouver un endroit où passer la nuit. Mais où aller? Je n'avais jamais réalisé à quel point j'étais devenue dépendante de François et de sa famille jusqu'à ce moment précis. Mes pas m'ont mené presque instinctivement vers le centre-ville. Les rues, habituellement animées, étaient presque désertes en cette nuit de Noël.
Seuls quelques fêtards tardifs et des familles sortant de la messe de minuit brisaient le silence de la ville endormie. J'ai marché sans but précis, laissant mes pensées vagabonder. Chaque vitrine illuminée, chaque guirlande scintillante me rappelait la soirée désastreuse que je venais de vivre. Comment une nuit censée être remplie de joie et d'amour avait-elle pu tourner aussi mal ? Au détour d'une rue, je suis tombée sur un petit parc que je n'avais jamais remarqué auparavant. Une pancarte indiquait « Jardin des réflexions ». Quel nom approprié pour ma situation actuelle, ai-je pensé avec un sourire amer. J'ai poussé la grille et suis entrée. Le parc était magnifique, même en plein hiver. Des lanternes disséminées le long des allées créaient une atmosphère féerique, leur lumière douce se reflétant sur la neige fraîchement tombée. Au centre, une petite fontaine continuait de murmurer doucement, défiant le gel. Je me suis assise sur un banc face à la fontaine, savourant le calme qui régnait ici. Pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison de mes beaux-parents, je me suis autorisée à respirer profondément, à laisser mes émotions remonter à la surface. La colère a été la première à se manifester. Colère contre Gisèle et son cadeau humiliant. Colère contre François et son silence complice. Colère contre moi-même pour avoir supporté cette situation pendant si longtemps. Comment ai-je pu en arriver là, ai-je murmuré, ma voix se perdant dans la nuit. Je me suis souvenu de ma première rencontre avec François, il y a 7 ans. J'étais alors une jeune architecte prometteuse, pleine d'ambition et de rêves. François m'avait séduite par son charme, son intelligence, sa vision du monde. Il parlait de grands projets, de voyages, d'une vie remplie d'aventures. Nos premiers mois ensemble avaient été idylliques. Puis était venue la rencontre avec sa famille. Dès le début, j'avais senti que Gisèle ne m'approuvait pas. Trop simple, pas assez raffinée pour son précieux fils. Mais j'étais amoureuse, et j'étais déterminée à lui prouver qu'elle avait tort. Les années suivantes avaient été un long processus d'érosion. Petit à petit, j'avais renoncé à mes ambitions professionnelles pour me conformer à l'idée que Gisèle se faisait d'une bonne épouse. J'avais changé ma façon de m'habiller, de parler, même de penser, dans l'espoir vain de gagner son approbation. Et François ? Il restait spectateur de ce lent effacement, ne prenant jamais vraiment position. « Tu sais comment est ma mère », disait-il souvent pour excuser son comportement. Ça lui passera avec le temps. Mais le temps n'avait rien arrangé. Au contraire, Gisèle était devenue de plus en plus exigeante, de plus en plus critique. Chaque dîner de famille était devenu une épreuve, chaque fête une occasion de me rabaisser subtilement. Et ce soir, elle avait franchi la ligne. Cette robe de femme de chambre. Je frissonnais rien qu'en y repensant. Ce n'était pas seulement un cadeau inapproprié, c'était une déclaration. Une façon de me dire clairement quelle était ma place dans leur famille. La tristesse a succédé à la colère. Tristesse pour la jeune femme pleine d'espoir que j'étais et que j'avais perdue en cours de route. Tristesse pour ces années gâchées à essayer de plaire à des gens qui ne m'accepteraient jamais vraiment. Mais au milieu de cette tristesse, une petite flamme de détermination a commencé à brûler. N'était-ce pas l'occasion que j'attendais sans le savoir ? L'opportunité de reprendre ma vie en main, de redevenir la femme que j'étais censée être ? J'ai sorti mon téléphone de ma poche. 15 appels manqués de François, 5 de Sophie, sa sœur. Même un de Pierre, mon beau-père, ce qui était une première. Mais aucun de Gisèle, bien sûr. Elle devait être furieuse que son plan ait échoué. J'ai hésité un moment, mon doigt planant au-dessus du nom de François. Que lui dirais-je s'il décrochait ? Avais-je envie d'entendre ses excuses, ses justifications ? Non, ai-je décidé. Pas maintenant. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour faire le point sur ma vie et sur ce que je voulais vraiment. Au lieu de cela, j'ai appelé Marie, ma meilleure amie. Celle que j'avais un peu négligée ces dernières années, absorbée que j'étais par ma vie de couple et mes efforts pour plaire à ma belle famille. L'Amélie. Sa voix ensommeillée m'a répondu après plusieurs sonneries. Tout va bien ? Marie, j'ai besoin d'aide, ai-je réussi à articuler avant que les larmes ne commencent à couler. Pendant les minutes qui ont suivi, j'ai tout déballé. Le dîner de Noël, le cadeau de Gisèle, l'ultimatum, ma fuite. Marie a écouté en silence, ne m'interrompant que pour me demander des précisions. Oh,
Amélie, a-t-elle finalement dit quand j'ai terminé mon récit. Je suis tellement désolée. Tu aurais dû m'en parler plus tôt. Je sais, ai-je répondu, essuyant mes larmes. J'avais honte, je suppose. Je ne voulais pas admettre à quel point les choses allaient mal. Tu peux venir chez moi, a-t-elle proposé sans hésitation. J'ai une chambre d'amis. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. Sa générosité m'a réchauffé le cœur. Merci, Marie. Mais je pense que j'ai besoin d'être seule ce soir. De réfléchir à tout ça. Je comprends, a-t-elle dit doucement. Mais promets-moi que tu m'appelleras si tu as besoin de quoi que ce soit. N'importe quand, d'accord? Promis, ai-je répondu, reconnaissante d'avoir une amie aussi loyale. Après avoir raccroché, je me suis sentie un peu moins seule. Savoir que j'avais quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui ne me jugerait pas, était réconfortant. J'ai levé les yeux vers le ciel. Les nuages s'étaient dissipés, révélant un ciel étoilé d'une beauté à couper le souffle. Combien de fois avais-je pris le temps d'admirer les étoiles ces dernières années? Combien de petites joies simples avais-je négligées, trop occupée à essayer de me conformer aux attentes des autres? Cette nuit de réflexion m'avait ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Sur la toxicité de ma relation avec François et sa famille. Sur la façon dont je m'étais perdue en essayant de devenir quelqu'un d'autre. Mais aussi sur ma propre force, que je redécouvrais. L'aube commençait à poindre à l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or. Une nouvelle journée se levait, symbole d'un nouveau départ. Je ne savais pas encore exactement ce que l'avenir me réservait. Retournerais-je vers François, exigeant des changements drastiques dans notre relation? Ou prendrais-je un nouveau départ, seul mais libre? Ces décisions attendraient. Pour l'instant, j'avais besoin de repos. Je me suis levée du banc, étirée, et j'ai pris une profonde inspiration de l'air frais du matin. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix avec moi-même. Quoi que l'avenir me réserve, j'étais prête à l'affronter. En quittant le jardin des réflexions, j'ai jeté un dernier regard à la fontaine. L'eau qui coulait inlassablement me rappelait que la vie continuait, qu'elle trouvait toujours son chemin, même dans les moments les plus difficiles. J'ai franchi la grille du parc, prête à faire face à cette nouvelle journée, à ce nouveau chapitre de ma vie. La nuit de réflexion était terminée. Il était temps d'agir. Le soleil se levait sur Paris lorsque j'ai quitté le jardin des réflexions. Les rues commençaient à s'animer, les premiers travailleurs de Noël se hâtant vers leur lieu de travail. J'ai marché d'un pas décidé, ma nuit de réflexion m'ayant donné une nouvelle détermination. J'ai décidé de retourner à l'appartement que je partageais avec François. Je savais qu'une confrontation était inévitable, et je préférais l'affronter sur mon terrain, dans un endroit où je me sentais plus en contrôle. Arrivé devant notre immeuble, j'ai hésité un moment avant d'insérer la clé dans la serrure. Mon cœur battait la chamade. Que allais-je trouver de l'autre côté de cette porte? François serait-il là? Aurais-je la force de tenir tête face à lui? J'ai pris une profonde inspiration et suis entrée. L'appartement était silencieux, mais des signes indiquaient clairement que François était passé par là. Son manteau était jeté négligemment sur le canapé, ses chaussures éparpillées dans l'entrée. Sur la table basse du salon, une bouteille de whisky à moitié vide témoignait d'une nuit agitée. « François » ai-je appelé doucement. Un grognement étouffé m'est parvenu de la chambre. Je me suis dirigée vers la pièce, mon appréhension grandissant à chaque pas. François était là, affalé sur le lit, encore habillé de ses vêtements de la veille. Il a levé vers moi des yeux rougis par l'alcool et le manque de sommeil. « L'Amélie » a-t-il murmuré, sa voix rauque et fatiguée. « Tu es revenue. » Oui, ai-je répondu simplement, restant dans l'encadrement de la porte. « Nous devons parler. » Il s'est redressé péniblement, passant une main dans ses cheveux en désordre. « Je suis désolée pour hier soir. Ma mère, elle est allée trop loin. Je n'aurais pas dû laisser faire ça. » J'ai senti la colère monter en moi. Des excuses? C'est tout ce qu'il trouvait à dire après ce qui s'était passé? Tu n'aurais pas dû laisser faire ça, ai-je répété, incrédule. François, ta mère m'a offert une tenue de femme de chambre comme cadeau de Noël. Elle m'a menacé de divorce si je ne l'acceptais pas. Et toi, tu es resté là, sans rien dire, sans rien faire.
Il a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je sais. J'aurais dû intervenir. Mais tu connais ma mère, elle peut être tellement manipulatrice? Cruelle? Tyrannique, ai-je complété. Oui, je la connais, François. Je la supporte depuis des années. La vraie question est, pourquoi tu la laisses faire? Un silence pesant s'est installé entre nous. François semblait chercher ses mots, mal à l'aise face à cette confrontation directe. Ce n'est pas si simple, a-t-il finalement dit. C'est ma famille, Amélie. On ne peut pas simplement. On ne peut pas quoi, l'ai-je coupé. On ne peut pas exiger le respect? On ne peut pas défendre sa femme quand elle est humiliée publiquement? On ne peut pas être un adulte et prendre ses propres décisions? Mes mots semblaient le frapper comme autant de gifles. Il a tressailli, mais n'a pas répondu. François, ai-je repris, radoucissant légèrement ma voix, je t'aime. Du moins, j'aime l'homme que je pensais que tu étais quand nous nous sommes mariés. Mais cet homme-là aurait eu le courage de s'opposer à sa mère hier soir. Il a levé les yeux vers moi, et j'ai vu une lueur de compréhension s'y allumer. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. Je veux dire que les choses ne peuvent plus continuer ainsi. Je ne peux plus vivre comme ça, François. Je ne peux plus être constamment rabaissé, critiqué, humilié. Je ne peux plus être marié à un homme qui ne me défend pas. Mais que veux-tu que je fasse, a-t-il demandé, un soupçon de panique dans la voix. Je veux que tu choisisses, ai-je répondu fermement. Ta mère ou moi? Cette vie de soumission à sa volonté, ou une vie où nous prenons nos propres décisions? François a pâli. Et tu ne peux pas me demander ça, Amélie. C'est ma famille. Et moi, François? Ne suis-je pas censé être ta famille aussi? Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai vu François lutter intérieurement, tiraillé entre son amour pour moi et sa loyauté envers sa famille. J'ai besoin de temps, a-t-il finalement dit. Pour réfléchir, pour parler à ma mère. J'ai secoué la tête. Non, François. J'ai passé des années à attendre que les choses changent. J'ai besoin d'une décision maintenant. Il m'a regardé, les yeux écarquillés par la surprise et la peur. Maintenant? Mais. Oui, maintenant, ai-je insisté. Parce que si tu ne peux pas choisir, alors c'est moi qui vais le faire. Et je choisirai de partir. Ces mots ont semblé le secouer plus que tout le reste. Partir? Tu veux dire, divorcer? Si c'est ce qu'il faut pour que je retrouve ma dignité, alors oui. François s'est levé brusquement, chancelant légèrement. Et tu ne peux pas être sérieuse. Après tout ce que nous avons vécu ensemble. C'est justement à cause de tout ce que nous avons vécu que je suis sérieuse, ai-je répondu. J'ai sacrifié tellement pour ce mariage, François. Ma carrière, mes ambitions, mon estime de moi. Et pourquoi? Pour être traitée comme une domestique par ta mère? Il a fait un pas vers moi, tendant la main comme pour me toucher, mais je me suis reculée. Là, Amélie, je t'en prie. Nous pouvons arranger les choses. Je parlerai à ma mère, je lui dirai. Non, l'ai-je coupé. Ce n'est pas à ta mère que tu dois parler. C'est à moi. Dis-moi que tu es prêt à couper les ponts avec elle si nécessaire. Dis-moi que tu me choisiras, moi, plutôt que sa tyrannie. François a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai vu la lutte dans ses yeux, le conflit entre son désir de me garder et sa peur de s'opposer à sa mère. Je ne peux pas, a-t-il finalement murmuré. Je ne peux pas choisir comme ça. Ces mots, bien que prévisibles, m'ont frappé comme un coup de poing. Malgré tout, une part de moi avait espéré qu'il choisirait notre amour. Mais la réalité était là, brutale et indéniable. Alors c'est moi qui choisis, ai-je dit, ma voix tremblante malgré mes efforts pour rester calme. Je pars, François. Je ne peux plus vivre comme ça. Il m'a regardé, les yeux écarquillés par la panique. Non, attends. On peut en discuter, trouver une solution. Mais j'avais déjà commencé à rassembler mes affaires, jetant des vêtements dans une valise. François me suivait, continuant à plaider, à promettre que les choses changeraient.
Mais je ne l'écoutais plus. Ma décision était prise. En moins d'une heure, j'avais rassemblé l'essentiel de mes affaires. François se tenait dans l'entrée, l'air perdu et désemparé. « S'il te plaît, Amélie, a-t-il tenté une dernière fois. Ne fais pas ça. » J'ai posé ma main sur la poignée de la porte, puis me suis retournée vers lui. « Je t'ai aimé, François. Une partie de moi t'aimera toujours. Mais je m'aime plus. Et je mérite mieux que ça. » Sur ces mots, j'ai ouvert la porte et suis sortie, laissant derrière moi mon mariage, mes années de soumission, et l'homme qui n'avait pas eu le courage de me choisir. Dans l'ascenseur, j'ai senti les larmes couler sur mes joues. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de frustration. C'étaient des larmes de soulagement, de libération. En sortant de l'immeuble, j'ai pris une profonde inspiration. L'air frais du matin m'a semblé plus vivifiant que jamais. Une nouvelle vie m'attendait, pleine d'incertitudes certes, mais aussi de possibilités. J'ai sorti mon téléphone et appelé Marie. « C'est fait », ai-je dit quand elle a décroché. J'ai quitté François. « Oh, Amélie », a-t-elle répondu, sa voix pleine de compassion. « Tu veux que je vienne te chercher ?»« Oui, s'il te plaît », ai-je répondu, sentant soudain tout le poids de la fatigue et des émotions des dernières 24 heures. « J'arrive tout de suite », a-t-elle dit. « Tiens bon, ma chérie. Tu as fait le bon choix. » En raccrochant, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Malgré la douleur, malgré la peur de l'inconnu, je savais au fond de moi que j'avais fait le bon choix. La confrontation était terminée, et j'en étais sortie plus forte que jamais. Les semaines qui ont suivi mon départ de l'appartement de François ont été un tourbillon d'émotions et de changements. J'ai temporairement emménagé chez Marie, ma fidèle amie, qui m'a offert non seulement un toit, mais aussi un soutien inestimable pendant cette période tumultueuse. Les premiers jours ont été les plus difficiles. Je me réveillais parfois en pleine nuit, désorientée, cherchant François à mes côtés avant de me rappeler que tout avait changé. La réalité de ma décision me frappait alors de plein fouet, mélange de soulagement et de peur de l'inconnu. François a essayé de me contacter à plusieurs reprises. Ses messages oscillaient entre supplications et promesses de changement. « Je parlerai à ma mère, les choses seront différentes, reviens, je t'en prie. » Mais à chaque fois, je sentais le manque de conviction derrière ces mots. Il n'avait toujours pas compris que le problème n'était pas seulement sa mère, mais aussi son incapacité à prendre position, à me défendre, à être l'homme dont j'avais besoin. Gisèle, quant à elle, est passée par différentes phases. D'abord le déni, puis la colère. Elle a même essayé de me contacter directement, alternant entre des accusations de briser sa famille et des tentatives maladroites de réconciliation. J'ai fini par bloquer son numéro, réalisant que ces interactions ne faisaient que me ramener en arrière. C'est lors d'une soirée particulièrement difficile, alors que je pleurais sur l'épaule de Marie, que j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. « Et tu sais, » m'a dit Marie en me tendant un mouchoir, « tu as toujours été passionnée par l'architecture. Pourquoi ne pas reprendre là où tu t'étais arrêtée ?» Ces mots ont résonné en moi comme un écho lointain de mes rêves oubliés. L'architecture. Ma passion, mon ambition, tout ce que j'avais mis de côté pour plaire à François et à sa famille. Le lendemain matin, j'ai commencé mes recherches. J'ai découvert qu'une université locale proposait un programme de mise à niveau pour les professionnels souhaitant reprendre leurs études en architecture. C'était comme si l'univers m'envoyait un signe. L'inscription n'a pas été facile. J'ai dû passer des entretiens, prouver que malgré les années d'inactivité, ma passion et mes compétences étaient toujours là. Mais chaque étape du processus m'a rappelé pourquoi j'aimais tant ce domaine. Le jour où j'ai reçu la lettre d'acceptation a été un tournant. Pour la première fois depuis mon mariage, j'ai senti que je reprenais le contrôle de ma vie. J'ai pleuré, mais cette fois-ci, c'était des larmes de joie et d'espoir. Parallèlement à mes études, j'ai commencé une thérapie. Les séances m'ont aidé à comprendre comment j'en étais arrivée à perdre autant de moi-même dans mon mariage. J'ai appris à reconnaître les signes d'une relation toxique, à établir des limites saines, et surtout, à me valoriser. Les mois ont passé, et je me suis plongée corps et âme dans mes études. Chaque nouveau concept appris, chaque projet réalisé était comme une pierre posée dans la reconstruction de mon estime de soi. Je redécouvrais la femme que j'étais avant François, mais en mieux,
plus forte, plus sage, plus résiliente. Un jour, alors que je travaillais sur un projet d'urbanisme durable, j'ai eu une révélation. Je ne voulais pas seulement concevoir des bâtiments, je voulais créer des espaces qui auraient un impact positif sur la vie des gens. Des lieux qui favoriseraient l'entraide, la communauté, l'épanouissement personnel. Cette idée est devenue mon moteur, ma nouvelle mission. C'est à cette période que j'ai rencontré Lucas, un professeur invité spécialisé en architecture écologique. Nos discussions passionnées sur l'avenir de l'urbanisme ont rapidement évolué en une amitié profonde. Contrairement à François, Lucas m'encourageait dans mes ambitions, valorisait mes idées. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment écoutée et comprise. Un soir, alors que nous travaillions tard sur un projet, Lucas m'a regardée avec une intensité qui m'a fait frissonner. « Tu sais, Amélie, a-t-il dit doucement, tu es une femme extraordinaire. La façon dont tu as repris ta vie en main, ta passion pour ce que tu fais, c'est inspirant. » J'ai senti mes joues s'empourprer. « Merci, Lucas. Ça signifie beaucoup pour moi. » Il a hésité un moment, puis a ajouté, « Je me demandais si, peut-être, tu accepterais de dîner avec moi un soir ? Pas pour travailler, juste pour être ensemble. » Mon cœur s'est emballé. Une part de moi était terrifiée à l'idée de s'ouvrir à nouveau, de risquer d'être blessée. Mais une autre part, plus forte, me poussait à saisir cette chance. « J'adorerais ça, ai-je répondu avec un sourire. Notre premier rendez-vous a été magique. Nous avons parlé pendant des heures, de nos rêves, de nos craintes, de nos espoirs pour l'avenir. Avec Lucas, je n'avais pas besoin de me censurer ou de prétendre être quelqu'un d'autre. Je pouvais être moi-même, pleinement et sans réserve. Notre relation a évolué lentement, naturellement. Lucas respectait mon besoin d'indépendance, comprenait mes hésitations liées à mon passé. Il ne cherchait pas à me changer ou à me contrôler, mais m'encourageait à m'épanouir. 1 an après avoir quitté François, j'ai reçu les papiers du divorce. En les signant, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. C'était la fin officielle d'un chapitre de ma vie, mais aussi le début d'un nouveau. Ce soir-là, Lucas m'a emmené dîner pour célébrer. Pas le divorce en soi, mais ma liberté retrouvée, mon nouveau départ. « À toi, Amélie, a-t-il dit en levant son verre. À ta force, à ton courage, et à tout ce que l'avenir te réserve. » J'ai souri, ému par la sincérité de ses paroles. « Là nous, ai-je répondu. Là cette vie que nous construisons, jour après jour. » Quelques mois plus tard, j'ai obtenu mon diplôme avec les honneurs. Ma thèse sur l'architecture comme outil de transformation sociale a été saluée par le jury et m'a même valu une offre d'emploi dans un cabinet renommé. Le jour de la remise des diplômes, alors que je me tenais sur l'estrade, mon diplôme à la main, j'ai balayé la foule du regard. Marie était là, applaudissant à tout rompre. Lucas, au premier rang, me regardait avec fierté et amour. Et quelque part au fond de la salle, j'ai aperçu une silhouette familière. François. Nos regards se sont croisés pendant un bref instant. Dans ses yeux, j'ai lu du regret, peut-être même de l'admiration. J'ai simplement hoché la tête dans sa direction, sans animosité. Ce geste était ma façon de tourner définitivement la page, de lui montrer que j'avais avancé, que j'étais heureuse. En descendant de l'estrade, je me suis dirigée vers Lucas et Marie. Lucas m'a prise dans ses bras, me faisant tournoyer de joie. « Tu as réussi, mon amour, a-t-il murmuré à mon oreille. Je suis tellement fière de toi. » Marie nous a rejoints, les larmes aux yeux. « Ma petite Amélie, a-t-elle dit en m'étreignant. Regarde tout ce chemin que tu as parcouru. » En effet, quel chemin parcouru. De cette terrible nuit de Noël où j'avais fui la maison de mes beaux-parents, humiliée et brisée, à ce jour de triomphe où je tenais mon avenir entre mes mains. Le contraste était saisissant. Ce soir-là, alors que nous célébrions avec nos amis, j'ai pris un moment pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. Le cadeau de Gisèle, qui à l'époque m'avait semblé être la pire chose qui puisse m'arriver, s'était en réalité révélé être un catalyseur. Il m'avait poussé à prendre la décision la plus difficile, mais aussi la plus libératrice de ma vie. J'ai réalisé que parfois, ce qui semble être notre plus grand malheur peut en réalité être le début de notre plus grand bonheur. Il suffit d'avoir le courage de faire le premier pas,
de croire en soi et de ne jamais abandonner ses rêves. Aujourd'hui, alors que je travaille sur des projets qui me passionnent, aux côtés d'un homme qui me soutient et m'aime pour ce que je suis, je ne peux m'empêcher de sourire. La vie m'a réservé un tournant surprenant, certes, mais tellement merveilleux. Et qui sait ce que l'avenir me réserve encore ? Une chose est sûre, je suis prête à l'affronter, plus forte et plus déterminée que jamais.